Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la 13e vidéo des 16 previews vers les étoiles. Et on s'approche là maintenant de plus en plus vers le brûlant, le mordant, vers les équipes les plus fortes de la première division du championnat de France de handball masculin, la Liquimoli Star League. La preview d'aujourd'hui se concentre vers Toulouse. Attention, ça commence à envoyer sévère. On a commencé à entrer dans la zone européenne avec Limoges dans la preview d'hier. Là, Toulouse, on passe un step supérieur. On a beaucoup à dire sur le Phénix de Toulouse qui a énormément d'enseignements à nous porter. Je te rappelle que cette série de previews, en fait, ça se fait à l'horizon de quelques jours de la reprise du championnat de France, en fait, une preview par jour avec chaque équipe de la Ligue Immobilier Star League qui est absolument décortiquée en fonction, dans un premier temps, de sa dynamique dans la rubrique que j'appelle le Yago. Il s'agit d'étudier les mouvements passés, ce qui s'est passé la saison dernière avec l'équipe concernée. En l'occurrence, on va revenir sur la saison 2023-24 de Toulouse. On va parler après davantage de l'historique de la saison, ce qui s'est passé de manière précise. Après, on va rentrer maintenant dans l'effectif. On va voir les départs et le set de platine, c'est-à-dire le gros effectif qui est avec Toulouse cette année. Attention, gros sujet à venir dans cette partie-là de l'émission. Juste après, on va parler maintenant on va poser une grosse question par rapport à Toulouse et qui va être vraiment, je t'invite à rester là parce que c'est un gros sujet de conversation. Si tu es supporter du Phoenix, ça va être très intéressant pour toi. J'aurais bien aimé avoir ton retour pour voir en fait comment la saison du Phoenix va se dérouler et compte tenu de la façon dont ce club se développe. Après, on va rentrer davantage dans l'expert de défi, c'est-à-dire un homme un peu le Factor X ou alors le joueur qui peut débloquer ou se révéler dans le cas de Toulouse. On va rentrer dans le cas d'un joueur, tu vas voir, ça va être très intéressant. Ton retour aussi, il sera assez attendu à ce niveau-là. Et enfin, ben, je t'annoncerai le futur, le pronostic, l'avenir. Comment le Phoenix de Toulouse va-t-il jouer sa saison? Comment ça va se passer, en tout cas en Ligue Emoli Star League, sachant que Toulouse est aussi engagé en Ligue européenne. On va voir tout cela à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va rentrer dans cette présentation avec le Phoenix de Toulouse. Je vais partager mon écran comme j'ai coutume de faire. Tu commences à avoir l'habitude de mes actions. Voilà, je passe en plein écran et nous voici maintenant face à la preview du Phoenix de Toulouse dans ces 16 previews vers les étoiles, épisode 13. Il ne restera plus que 3 équipes à voir après cette preview. Au moment où je t'enregistre cette vidéo, j'en profite. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé dans le Trophée des Champions. Alors, puisqu'au moment où je tourne quelques jours avant le match, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour le Trophée des Champions. Donc là, il se peut que ce soit les vidéos que je vais te faire, notamment que ce soit du Paris Saint-Germain ou de Nantes à venir, ça va être un petit peu hors de contexte. Il ne se sera pas mis en avant. Je le rappellerai à nouveau dans ces vidéos à venir, en tout cas. Mais en tout cas, ça, on va dire par rapport à la Diki Modi Star League, ça reste pertinent. Allez, on rentre dans la preview de Toulouse. C'est parti. La rubrique Yago. Il s'agit de dire qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour Toulouse. Toulouse a tout simplement fini quatrième de la Ligue Imoli Star League avec 39 points en 30 matchs, 18 victoires, 3 nuls et 9 défaites seulement. 964 buts marqués contre 921 encaissés. La plus grosse victoire de Toulouse, c'était à Saran lors de la 9e journée. On était au mois de novembre. Victoire 33-23 à Saran. Et la plus grosse défaite de Toulouse, c'était aussi en déplacement, c'était à Nantes lors de la 21e journée sur le score de 40-30. Et il y aura à dire sur ce match. Alors, maintenant, l'historique. Attention, l'historique de la saison toulousaine, eh ben, c'est simple. Déjà, c'est important quand on rentre maintenant dans ces grosses écuries, c'est important de savoir où est-ce qu'on était l'année d'avant, en 2022-23. Lorsque tu démarres ta saison 23-24, tu n'es pas européen, alors que tu l'as été 2 années auparavant. Tu avais goûté, alors il y a eu la période Covid aussi également, où c'était un petit peu bizarre comme saison européenne, mais la dernière fois que tu as fait une Coupe d'Europe, tu as quand même été jusqu'en huitième de finale. Et tu t'es fait sortir en huitième, mais tu as été
très respectable. Un niveau très respectable, sauf que là, tes performances en championnat ne te permettent pas d'y retourner. Et là, sur ce coup-là, c'est Chambéry qui a été à ta place. Et donc, ça veut dire aussi que dans tes objectifs de début de saison, tu te dis, tiens, voilà, on est la bataille avec Nîmes, Nantes faisait la Ligue européenne à ce moment-là, et Limoges n'était même pas dans l'équation, puisque Limoges était 10e ou 11e, je ne sais plus, l'année d'avant. Donc là, Limoges, maintenant, dont on a fait la preview, a maintenant cartonné à la 5e place, et tu as un petit peu chatouillé les orteils en fin de saison, enfin au cours de la saison. Autant te dire que Toulouse, quand tu es Toulouse, et ben, que tu es 6e, tu te dis que l'objectif Europe, c'est largement atteignable. Et pourtant, quand tu démarres, ben, en fait, tu démarres sous de bons auspices, mais contre une équipe qui est déclassée, inférieure à toi, qui a connu la Coupe d'Europe par le passé, hein, avec pas mal de succès et qui a quand même bien représenté la France à ce niveau-là. C'est l'équipe de Dunkerque. Tu t'inclines contre eux à la première journée, enfin, tu t'imposes contre eux à la première journée de 2 buts et alors que tu étais mené de 2 buts à la mi-temps. Donc tu inverses plutôt bien la tendance. Et dans ce match, à saluer les performances notamment de Nemanja Ilić, qui est le meilleur buteur de Toulouse, en fait, sur l'ensemble de la saison. Il a marqué 8 buts ce soir-là, et ainsi que Erwin Futschmann, donc tout le côté gauche toulousain, qui a marqué 7 buts aussi lors de ce match de reprise, alors qu'en face, on avait Tom Pelayo, ça je l'ai vu, je l'ai expliqué dans la preview de Dunkerque il y a quelques vidéos de ça, commençait déjà à envoyer du bois avec 9 buts. Il était d'ailleurs le meilleur marqueur de cette rencontre. Après, donc, lorsque tu gagnes ton premier match, tu confirmes ton bon début de saison en allant t'imposer chez un candidat au maintien, Créteil. Tu t'imposes d'un but, c'est la deuxième journée, tu te dis, bon, ça va, ça passe. Mais le premier test, eh ben, c'est lors de la troisième journée et c'est contre Nantes que tu vas le vivre. Et il faut dire une chose. Alors, je t'ai marqué que la plus lourde défaite de Toulouse, c'était donc à Nantes lors de la 21e, 40-30, -10. Et ben, -10, c'est le tarif. Contre Nantes aussi, puisque là, dans ce match aller, et ben, là-bas, du côté de. Enfin, là, c'est même pas là, c'est chez toi, en fait. Là que ça a lieu, ce match aller, c'est chez toi, donc au Palais des Sports de Toulouse. Tu t'inclines de 10 buts, 34-24. Donc là, autant te dire que l'équipe troisième, deuxième, une équipe qui est devant toi, tu es clairement recalé. À ce stade de la saison, il est évident que tu n'es pas au niveau. Et donc, forcément, tu retournes à tes études. Mais seulement tes études, après, on va dire que tu fais bien tes devoirs. Parce qu'après cette défaite, eh ben, 7 victoires d'affilée. 7 victoires d'affilée qui va confirmer le positionnement de Toulouse dans le top 4, top 5 du classement. Ça donne du plus 3 contre Chartres, plus 8 à Cesson, plus 7 contre le PAUC, plus 3 à Limoges, plus 5 contre Saint-Raphaël, plus 10 à Saran, plus 8 contre Ivry. Donc les équipes que tu dois battre, tu les bats, tu les gifles même. Et après, du coup, tu assois ton statut. Et donc, après cette série de matchs de 7 victoires, elle est stoppée net lorsque le Paris Saint-Germain vient chez toi. Tu t'inclines 2-3 buts à la deuxième journée sur le score de 34-31. Et tu enchaînes avec une deuxième défaite d'affilée, cette fois-ci beaucoup plus sévère, et tu la prends à Nîmes lors de la 13e journée sur le score de 34-27. Nîmes, à ce moment-là, sortait tout juste de crise avec sa série de 5 victoires et après 5 défaites d'affilée. Bon, je t'invite à revoir la preview de Nîmes si tu veux t'assurer un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais là, Nîmes était en train de faire un léger rebond et tout de suite, là, tu te prends la marée, toi, de ton côté. Toutefois, juste avant les fêtes, lors des 2 dernières journées, tu fais le travail, tu gagnes tes 2 matchs, mais tu gagnes notamment +4 contre Montpellier, une équipe de Montpellier diminuée avec beaucoup de blessures. À ce moment-là, Montpellier était donc prenable et tu fais le boulot quand même, ben, c'est pas grave, ça arrive, les blessures. Ça fait partie du lot d'une saison, c'est valable dans toutes les équipes. Et juste après, contre le candidat au maintien, Dijon, tu gagnes +4 là-bas avant de partir pour les fêtes de Noël sur le score de 36-32. Ça y est, on écluse la trêve internationale, le championnat d'Europe, tout ça, et on arrive directement au mois de février. Lors de la 16e journée, tu reprends, mais tu reprends un petit peu petitement. C'est-à-dire que lors de la 16e, tu fais match nul contre Limoges 29-29, mais surtout, là, attention, tu perds contre Ivry, candidat au maintien, 31-29, tu t'appelles Toulouse, tu es dans le top 4, top 5 du classement. Qu'est-ce que c'est que ça de perdre contre une équipe qui se bat pour son maintien? Ça veut dire quoi? C'est pas dans le standing de Toulouse. Tu perds de 2 buts à Ivry-Daba. Alors, tu sais qu'est-ce que tu fais pour la 18e journée quand tu t'appelles Toulouse?
Et ben là, tu as un autre candidat au maintien qui vient chez toi. Et ben tu fais ni plus ni moins que le match le plus prolifique de la saison. Je suis sûr que tu te rappelles de ce match-là. 44-41. 85 buts dans une rencontre. Record de la saison. Je ne sais même pas si c'est le record de la Star League, de la première division, s'il y a eu autant de buts de marqués par deux équipes au cours d'une rencontre. 85 buts marqués dans cette rencontre. Et forcément, ben, tu t'appelles Dijon, tu marques 41 buts et tu marques et tu gagnes pas. Tu peux te poser de grosses questions par rapport à ton maintien. Maintenant, la défense toulousaine aussi, voilà, c'est un petit peu bizarre aussi, mais c'est allé dans tous les sens dans ce match-là. Et surtout que la marque a été bien répartie entre les joueurs. Tu as Erwin Feuchmann et Nemanja Ilic du côté de Toulouse qui ont scoré 8 fois chacun, et Edouard Kempf qui a mis 6 buts. Et du côté de Dijon, c'était Marc Poletti, 7 buts, Mathis Jaffiot, pardon, 7 buts aussi, et Steven Bois, 6 buts. Bon, voilà, c'était quand même, c'était le festival, le Palais des Sports, allons-y, c'est la fête, on y va, on se détend. 44-41, victoire de Toulouse en fin de match. Et donc, après ce truc un petit peu feu follet, tu es dans une sorte d'euphorie parce que tu as marqué plein de buts. Et ben, tu te déplaces à Paris. Hé, match nul. 29 partout. Et tu te rappelles que toi, Toulouse, même si l'année précédente, tu as fini sixième, tu étais le poil à gratter du top 3. C'est-à-dire que tu as battu chez toi, à domicile, rappelle-toi, tu as battu le Paris Saint-Germain, tu as battu Nantes et tu as battu Montpellier. Tu étais la seule équipe de Star League à avoir fait ça. Par contre, tu as fini sixième. Donc, lorsqu'il faut te sortir les doigts contre les gros, tu es capable de le faire. Et là, on se rappelle, alors c'est à peu près peu ou prou le même effectif, hein, sauf que par exemple, Balenciaga est parti et que également Lombroso également n'est plus. Non, Lombroso il joue à Limoges, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Je disais que Balenciaga était parti, il n'est plus là pour pouvoir faire la main, mais toutefois, tu arrives très très bien à te sortir de l'ornière et à retrouver ce surplus de motivation contre le Paris Saint-Germain. 29 partout lors de la J19. Par contre, lors de la J20, eh ben, en fait, tu confirmes tout cela puisque tu colles une véritable danse à Nîmes sur le score de 38-28. À nouveau, plus 10. Tu rappelles que tu as un statut, tu es top 4, et donc pour aller chercher la quatrième place pour les équipes comme Nîmes qui sont juste derrière, eh ben, ça va être compliqué. Surtout pour Nîmes qui aura fait une saison beaucoup plus irrégulière que toi. Alors, par contre, après, c'est là que, ok, tu colles une volée, mais après, tu te reprends ta volée dans la figure, parce qu'il y a une trêve internationale de 2 semaines après, avant la J21. Tu te reprends un -10, c'est là où tu te prends ta plus grosse défaite contre Nantes. Je l'ai expliqué en préambule de ce Yago, 40-30. Après ça, deux victoires, une contre Créteil de plus 4 et une à Dunkerque plus 6. Et puis à nouveau, trois matchs sans gagner. Là, tu es dans une phase un peu plus irrégulière. Tu perds -2 contre Cesson. Tu fais un match nul 30 partout à Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui est au beau milieu de sa série, qui ne gagne pas. Donc voilà, mais sauf qu'à ce moment-là, on ne se doutait pas que Saint-Raphaël allait couler à ce point-là. Et lors de la 26e journée, tu perds là aussi face à un candidat au maintien contre Saran sur le score de 30-29. Tu enchaînes à nouveau après avec trois victoires, en fait, les J27, 28, 29. Là, c'est trois victoires, plus 3 à Chartres, plus 5 à Aix, plus un à Chambéry. Tu assois ta quatrième place, tu la sécurises, tu la coffres une bonne fois pour toutes. Le dernier match de J30, c'est vraiment pour l'anecdote. Tu perds de -8 à Montpellier. C'était un jour spécial en plus à Montpellier. C'était le dernier match de Patrice Cananier. Tu viens là, voilà, participer à une sorte de fête pour célébrer donc l'entraîneur historique de Montpellier. Et c'est toi, Toulouse, qui te présente. T'as plus rien à jouer. Tu viens là presque en claquette. Le genre de match apéro pour célébrer un grand entraîneur comme Patrice Canaillé. Et toi, tu passes là. Bon, bah voilà quoi. Tu te prends, voilà, c'est anecdotique, ça ne signifie absolument rien, ça ne qualifie pas du tout la saison de Toulouse qui aura été globalement très bonne, même s'il y aura eu quelques petits accros. Et justement, on parlait de Montpellier. Eh ben, sans ces petits accros, tu pouvais aller chercher Montpellier. Alors, même si tu finis à 9 points de Montpellier derrière, Montpellier, ça allait quand même à une grosse cadence. Mais cette année 2023-2024 est à noter. Il faut relever les points bloquants. Il faut relever là où ça n'a pas marché dans les différents secteurs de jeu pour pouvoir, après, pourquoi pas, aller chercher, aller plus loin, puisque Toulouse commence à prendre confiance. Et là, lorsque je t'ai expliqué un petit peu l'explication de ce qu'est ce club et ce qu'a été ce club en Star League, là, il y a une vraie opportunité pour Toulouse
pourquoi pas d'aller chercher au-delà de la quatrième place. Donc, là, je vais continuer à dérouler. Maintenant qu'on a vu l'historique, tu vois les forces en présence. Eh ben, il est temps de célébrer quand même 4 départs dans cette équipe, puisque Baptiste Briet s'en va jouer en Pro League. Ayoub Abdi, ça c'est le plus gros départ, puisque ça a été la vraie révélation à Toulouse. Lui, justement, il va grossir les rangs de Nantes. Nantes qui est en train de se faire une équipe de fous furieux malades, de machines de guerre. Vraiment, Nantes à surveiller. On verra au moment de faire la preview dans 2 jours de Nantes. Mais avec Ayoub Abdi au poste d'arrière droit, ça va envoyer sévère, je te le dis. Bref, Ayoub Abdi, excellent joueur, international algérien, grosse perte pour Toulouse, mais tu vas voir que ça va être compensé un minimum. Aussi, pareil, Théodore Paul part à la retraite, le backup de Jeff Lettens. Il part à la retraite, il s'arrête, le gardien slovène, c'est fini pour lui, tout comme Frédéric Peterson, également fidèle toulousain, qui s'arrête également à la fin de cette saison 2023-2024. On leur souhaite une très belle retraite, en tout cas dans les nouveaux projets dans lesquels ils vont s'engager. On leur souhaite rien de moins que la réussite, bien entendu. Le set de platine. Qui va se présenter à la salle du Palais des Sports André Brouat de Toulouse? Une équipe avec 26,2 ans de moyenne d'âge. Ça va, c'est très correct, très expérimenté, mais aussi, alors attention, attention. On va commencer tranquillement. Dans les buts, Jeff Lettens, le gardien belge, historique de Toulouse, il est toujours là. C'est des très bonnes stats, des très bons chiffres, rien à dire. Mais seulement en backup, Simon Muller, qui vient de Severov. Je te l'ai marqué donc en orange dans la présentation. Tu vas voir que ça va avoir toute son importance lorsqu'on va passer dans la rubrique d'après. Simon Muller, gardien suédois, c'est une plus-value, incontestablement, par rapport au poste de deuxième gardien, et surtout qu'un troisième gardien vient s'inviter dans la danse et qui a joué l'année dernière du côté de Kreins Lucerne en Suisse. C'est le gardien tunisien Yassine Belkayed. Lui aussi, c'est une plus-value parce que il a qualifié son équipe de Kreins Lucerne en European League. Donc, on a des joueurs qui potentiellement ont le niveau de la European League pour pouvoir faire quelque chose. Donc, le recrutement a été très ciblé du côté de Toulouse, très intelligent. Et ça, forcément, le coach Daniel Angelkovic n'y est pas pour rien. Lui, l'historique toulousain, il a été joueur, il a été adjoint de Philippe Gardant à l'époque. Et là, maintenant, il a pris le poste. Eh ben, autant te dire que là, Daniel Angelkovic, euh, là, il a du matos. Ça, c'était au poste de gardien de but. Maintenant, la base arrière qui est très fournie. 9 joueurs sur la base arrière, à commencer. 3 sur le côté gauche. Erwin Futschmann, le Chilien, on le connaît, hyper efficace, machine à scorer, c'est bon. Gonçalo Martins Vieira, qui est arrivé il y a 1 an et demi, le Portugais, très fort, énorme machine à scorer, c'est bon aussi. Bakary Diallo, également, lui score moins, lui il est plus défenseur, mais c'est quand même une armoire à glace, il est chaud à bouger. Bakary Diallo, c'est une option un peu plus défensive quand il faut verrouiller un peu plus, mais au poste d'arrière gauche, ça peut le faire aussi. Maintenant, on passe au centre. Le capitaine, alors ça y est, alors bien entendu, hein, Pierre Richel, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il est parti. Le capitaine légendaire de Toulouse, c'est Maxime Gilbert qui a récupéré le capitanat au poste de demi-centre. Il est capitaine, mais je ne pense pas que ce sera lui qui sera le demi-centre numéro 1 de la formation toulousaine. Il devrait passer, je pense, même en troisième position, puisque devant lui, Casper Schell, qui a fait une bonne saison d'introduction l'année dernière du côté de Toulouse, le Suédois que j'ai pu voir jouer en vrai, en physique, lorsque Toulouse est venu en déplacement pour le tournoi Elite 33, avec Saran, avec Aix et avec Toulouse, donc, et la quatrième équipe Dunkerque, voilà. Eh ben, dis-toi bien une chose, Casper Schell, il m'a impressionné. Ça va très très vite. Il accélère le jeu bien comme il faut. Et encore, je trouve que il aurait pu être bien meilleur. Et là, tu vas voir que plus tard, dans une autre séquence de la vidéo, j'aurai l'occasion d'aller un petit peu plus profondément avec lui. Mais voilà, je disais donc que Maxime Gilbert serait troisième. Pourquoi? Parce que Casper Schell est en train de monter en puissance. C'est un jeune en train de monter en puissance. Et on a le très expérimenté Nico Mindegia, espagnol, ancien du Wisla Plock, donc Wisla Plock qui est donc un peu
qui fait la guerre avec Kiel en championnat de Pologne. On va te dire une chose, Wisła Płock, c'est Ligue des Champions tous les ans. Donc, Nico Minderia, on va dire une chose, il a le métier. Il va forcément apporter une plus-value, même s'il ne vient que pour un an, il est déjà un petit peu âgé. Mais pour cette expérience-là, il vient faire une pige pour apporter sa touche d'expérience et sa grinta du côté de Toulouse. Ça va être beau à voir à ce niveau-là. Ça, c'était pour les demi-centres. On passe à droite maintenant. Mathieu Marmier, qui était déjà là. Mais maintenant, le duo serbe, Uros et les deux Uros, Uros Mitrovic et Uros Koladinovic, qui est transféré directement du Partizan de Belgrade. Là, ça va envoyer très très lourd aussi. Donc dis-toi bien, si tu regardes bien la base arrière de Toulouse, que ce soit à gauche, au centre ou à droite, quelle que soit l'époque de la saison, Daniel Andielkovic donne une indication sur son plan de jeu. Ça va beaucoup se jouer sur la base arrière et les 9 joueurs vont être responsabilisés à des rôles bien distincts chacun. Mais si la sauce prend, ça peut faire très, 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 très mal à Toulouse. Maintenant, sur la base avant, à gauche, bien sûr, le serial buteur, Nemanja Ilic, qu'on ne présente plus, le Serbe, également, qui va servir un petit peu de porte d'entrée pour les deux autres Serbes que sont Uros Mitrovic et Uros Koladinovic. Donc là, pareil, il aura un rôle très précis. Au-delà de son rôle de vice-capitaine, il va pouvoir apporter une plus-value pour les nouveaux arrivants. Donc Nemanja Ilic, qui est au club de Toulouse depuis très longtemps déjà, donc il fait partie des murs, c'est bon. Il sera avec lui le jeune très technique, hyper technique, vraiment inspiration Uwe Gensheimer, Théo Jarry sur le côté gauche aussi. Ailier gauche très fantasque et très agréable à voir jouer. Également, j'ai hâte que la Star League recommence et qu'il arrive dans le jeu pour pouvoir apporter, justement, avoir des minutes de Nemanja Ilic pour qu'il puisse faire part maintenant, montrer toute l'étendue de son talent. Parce que Théo Jarry, pareil, un phénomène à suivre en Star League. Du côté des pivots, Gabriel Niembo, très solide, énorme pivot, une vraie armoire à glace et un atout majeur aussi en défense. Il va être, pareil, très difficile à bouger. Et il va être secondé avec, là aussi, Anthony Donieczki, le Polonais, qui nous vient de Bergischer en Allemagne. Alors, Bergischer, c'était pas une top team de la Bundesliga, hein, c'était plutôt même deuxième partie de tableau de la Bundesliga. Toutefois, Anthony Donieczki, c'est très solide, c'est très costaud. Et là, pour ce qu'il y a à faire dans les échéances toulousaines, il peut faire le job. À suivre aussi très, très attentivement. Et du côté droit, on a donc Edouard Kempf, qu'on connaît très bien, ainsi que Romain Giraudot. Là, ça ne bouge pas du côté droit de l'aile toulousaine. Daniel Andjakovic, le coach depuis 2021, donc en tant que coach principal depuis 2021, mais il était déjà là depuis bien, bien, bien longtemps avant. Et il est assisté de Rémi Calvel. Maintenant, le Money Time avec la grosse question pour Toulouse. S'installer dans le top 4 et pourquoi pas plus? Faisons un bref rappel historique. Toulouse est installé en Star League depuis 1995. Je jouais encore à cette époque-là, j'entendais déjà parler de Toulouse, à ce moment-là, qui venait de monter de deuxième division. C'est la 30e saison consécutive, c'est le compte rond. 30e saison consécutive de Toulouse. Donc ça les met au même niveau que Dunkerque à peu près, qui en est à 33 ou 34, je ne sais plus. Donc voilà, donc on est dans des équipes très anciennes, vraiment très anciennes, comme Chambéry. Des équipes qui sont des monuments de la Star League, comme Montpellier aussi, dont on va parler un petit peu plus tard. Longue période de ventre mou, en fait, pour Toulouse. Ça n'a pas le même historique que Chambéry. Parce que même si Chambéry, par exemple, a joué pas mal de fois la Coupe d'Europe, Montpellier, n'en parlons même pas, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Mais Toulouse, pendant que toutes ces équipes-là étaient en train un petit peu de caracoler, même Saint-Raphaël, Toulouse a été nettement moins actif que ces équipes-là sur le niveau européen. Donc, quelque part, ça a mis beaucoup plus de temps à se débloquer du côté de Toulouse. Là, on commence à récolter les fruits de 30 ans de culture du championnat de France de première division et qu'on commence à se dire, tiens, voilà ce qu'il faut faire si on veut passer un step supérieur et commencer à jouer des rencontres européennes d'un calibre un petit peu plus haut. Alors, il y a eu quand même quelques apparitions de ci, de là, en fait, hein. Toulouse, c'est pas comme s'ils avaient jamais joué la Coupe d'Europe non plus. Mais il y a eu deux, trois apparitions un peu sporadiques. Toutefois,
Il s'agit de se rapprocher également pour la Star League, de se rapprocher des trois premiers. Euh, Toulouse a fini à 9 points de Montpellier l'année dernière. Et aussi, on parlait de Coupe d'Europe, là, ces dernières années, ça commençait à s'intensifier. En 2020-2021, Toulouse atteint la phase de groupe de l'European League. Alors, c'était la période Covid, hein, donc ça valait ce que ça valait, mais toutefois, la performance est à noter. En 2021-2022, Toulouse atteint les huitièmes de finale de l'European League. Alors, les deux saisons suivantes, malheureusement, les performances en Star League ont fait que c'était pas suffisant. En 22-23 et 23-24, Toulouse n'était pas qualifié. C'était Chambéry qui y allait à chaque fois. Et l'année d'avant, c'était Nîmes qui avait été. Et là, on va dire, quand on voit Chambéry, ce qu'ils ont fait l'année dernière, deux victoires, quatre défaites, en plus quatre défaites contre des grosses équipes, waouh, tu te dis, bon, ok, si c'est pour y aller pour faire ça, moyen, quoi. Par contre, Toulouse est qualifié directement pour le tour principal. On sait déjà dans quel groupe ils vont arriver. Ils seront dans le groupe H, avec notamment les Suédois de Sävehof. Sävehof, attends, je te remonte deux slides plus tôt, enfin une slide plus tôt, Simon Müller, l'ancien gardien de Sävehof. Donc, qui veut dire que, voilà, il doit connaître certains joueurs de Sävehof, il doit connaître certains impacts. C'est pas pour rien qu'on l'a fait venir, a priori. Moi, je pense à un truc comme ça. Bref, Severhof, alors, ça, c'est quand même une très très belle équipe européenne qu'on voit très souvent en European League. Hafnarfjordur, les Islandais aussi également, sont régulièrement là. Et la quatrième équipe qui va faire partie de ce groupe H, eh ben, ce sera le gagnant du barrage entre les Danois de Morsti et surtout les Allemands de Gummersbach, nouveau club de Quentin Mahé. Donc, enfin, nouveau, il a déjà joué là-bas. Il a fait après une longue séquence du côté de Veszprém. Là, il revient à ses premiers amours à Gummersbach. Et donc, pour le coup, euh, à Toulouse, tu as quand même de quoi faire un beau tour principal avec des belles équipes en face de toi. Ces équipes-là vont venir au Palais des Sports André Brouat à Toulouse. Ça va nous faire de très très belles soirées. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit en dernière ligne, l'équipe est calibrée pour faire une belle aventure et sortir de la poule, pourquoi pas aller jusqu'en huitième, quart de finale. On verra. On verra comment ça se passe. On verra surtout l'état de l'effectif à ce moment-là, parce que les blessures sont vite arrivées, les bobos, les pépins, les ceci, les cela, les machins. On ne sait jamais. Toutefois, là, à l'entrée de la saison, on ne peut que se réjouir. On est hyper hypé du côté de Toulouse pour mordre dans cette saison parce qu'en Star League, on est convaincu qu'on peut battre beaucoup de gens et en European League, il y a une belle histoire à écrire. En tout cas, bravo Toulouse pour cette quatrième place. Faites-nous rêver pour la suite. Moi, je vous surveillerai avec beaucoup d'attention sur le plan domestique et surtout sur le plan européen en European League. L'expert de défi. J'ai commencé à t'en parler un petit peu tout à l'heure. Je me suis retenu pour pas, on va dire, spoiler cette rubrique-là. Je te parle de Kasper Schell, le demi-centre suédois, très jeune, de 23 ans. C'est sa deuxième année à Toulouse. Il remplace Balenciaga, qui est parti à Melsungen en Allemagne. C'est un joueur pétri de talent. Alors, il est arrivé à Toulouse, sa première année, il était très académique, très scolaire, c'est normal, c'est l'école suédoise, l'école du Nord, on répète, on récite, blablabla, blablabla, blablabla. C'est, il n'y a pas trop de place pour la fantaisie, mais tu sens que ce joueur, quand il se débride, il est capable de faire des trucs de dingue. Il a joué les 30 matchs. La preuve, Andielkovic le fait confiance. Il a joué les 30 matchs l'année dernière de la Star League pour scorer à 83 buts, à 63,6% de réussite et 3,2 passes décisives par match. Je ne te compte même pas les 3 matchs de Coupe de France qu'il a joué. Il a joué tous les matchs de Toulouse l'année dernière. Je sens que cette année, ça va être son année. Il a pris la mesure de la France. Il complétera d'ailleurs le poste, donc comme je disais, avec Nico Mindegia et Maxime Gilbert. Il y aura du temps de jeu qui sera réparti entre ces trois demi-centres, bien comme il faut. Euh, les rotations, les rôles, tout sera donné bien comme il faut pour mettre Casper Schell dans le confort. Je veux me lancer dans un pari avec ce joueur. Plus de 100 buts. Là, il en a mis 83 l'année dernière. Je te mets le pari qu'il en fera plus de 100 cette année, toutes compétitions confondues. Il marquera plus de 100 et il fera 5 passes décisives de moyenne. Entends bien ce que je te dis, note bien l'heure qu'il est. On en reparle à la fin de la saison
Et si c'est pas le cas, eh ben, tant pis, voilà quoi. La personne qui va me relever là-dessus, et la première personne qui vient me relever et me dire, ah, t'as vu ce que t'as dit, c'était pas bon, c'était pas ça. Et je lui offre une bière. Allez, ça va, on se détend. Mais c'est pour te dire que je crois en ce joueur. Et que si jamais dans mon Handball TV, quand je clique, c'est pour aller voir Kasper Schell en premier, voir comment ça se passe. Alors oui, Nemanja Ilić aussi également, et Erwin Fuchsmann également, dans les buts aussi également. Simon Müller dans les buts aussi également. Je vais voir avec Jeff Letten, c'est une super belle paire. Vraiment, il y a en termes de gardien, Toulouse, c'est blindé. Ça va être une belle défense à ce niveau-là. J'attends de voir la suite. Mais voilà, quoi, en fait, et une base arrière, mais de mercenaires, quoi, de fous furieux titans. Donc Toulouse, c'est très, très, très sérieux. Il va falloir les bouger cette année. Et Kasper Schell, petit demi-centre, à la main, lui aussi, sachant qu'il fait quelques petites interceptions, hein, il défend pas trop mal, hein. Donc voilà, il n'est pas, c'est pas un plot non plus. Donc, il va falloir compter avec Kasper Schell et globalement, toute la base arrière toulousaine, ça va être quelque chose. Je t'annonce le futur du coup. 17 victoires, 5 nuls, 8 défaites. Oui, monsieur. Contre notamment des victoires contre Chartres, Ivry deux fois, ça va valdinguer, Cesson deux fois, Dunkerque, Créteil deux fois, ça va valdinguer aussi de fou, Istres deux fois, pareil, Tremblay une fois, Saint-Raphaël, Montpellier fois deux. Oui, tu m'as bien entendu. Montpellier x2. Parce que quand tu t'appelles Toulouse, tu veux passer un step supérieur. Montpellier, c'est l'équipe juste devant. Sachant que Montpellier, en plus de ça, va être en année de transition post-dynastie canaillée et que Eric Maté, tout ça, 1-1-1, c'est un peu machin. Pour moi, tu t'appelles Toulouse, allez, on va aller taper Montpellier dans un derby d'Occitanie de fou furieux de la rage. Allez, c'est un pari. Ça se trouve, voilà, ce sera plus logique s'il y a un partout ou alors un match nul qui vient se glisser. Mais moi, je dis, je suis un grand malade. Je crois en Toulouse. Et Toulouse, pour moi, voilà, Montpellier, et pourquoi pas aller taper les deux matchs. Moi, je dis, voilà, dans un truc de folie, il y a moyen en tout cas, compte tenu des forces de Montpellier, dont on va parler forcément dans la prochaine preview, et compte tenu des forces de Toulouse sur un match survitaminé de fou furieux malade, allez, pourquoi pas. J'ai mis aussi en termes de victoire le PAUC, Chambéry et Limoges qui est juste après derrière. Et ça me permet de dire que justement, bah, Limoges qui est aussi engagé en European League, mais qui doit passer par le barrage qualificatif, Limoges est un tout petit peu sous-dimensionné en effectif par rapport à Toulouse. Un tout petit peu sous-dimensionné. Je sens que Limoges risque de payer s'il n'y a pas des recrutements qui sont faits, ou s'ils n'ont peut-être pas les moyens de les faire, hein, les recrutements, même si Limoges aussi dégage une excellente base arrière. Mais c'est en termes d'effectifs au global, c'est un peu plus léger, je trouve. Et donc forcément, Toulouse, je pense, va gagner au moins un des deux matchs contre Limoges. Après match nul, Chambéry, Nîmes, Tremblay, Nantes, Paris Saint-Germain. Parce que chaque année, Toulouse fait des trucs contre les gros. Et donc là encore, là, je les sens à nouveau faire Nantes et Paris Saint-Germain en match nul. Je ne te dis pas qu'ils vont s'immiscer dans le top 3. On verra ça à l'issue des prochaines previews. Paris et Nantes, ça va être un petit peu chaud à aller chercher. Montpellier, pour moi, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'aller chercher Montpellier quand tu t'appelles Toulouse. Donc voilà. Mais après, j'ai d'autres personnes qui seront pas d'accord. Je sais que la roucoulette n'a pas du tout mis Toulouse dans cette position-là. Il les voit même plutôt déclassés. Mais moi, au contraire, quand tu étudies un petit peu, tu vois ce qui s'est fait et tu regardes un peu les vidéos, tu vois un peu les interviews, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé, euh, ils sont déter. Ils sont déter à Toulouse. Moi, je les vois beaucoup plus haut que la septième place et je les vois faire une belle aventure, un beau parcours en Coupe d'Europe. Pourquoi pas? Ce qui va nous donner au classement, donc, du coup, bah, Toulouse, bah, de toutes les équipes dont j'ai fait la preview pour l'instant, c'est 39 points. Un point devant Limoges, 2 points devant Chambéry. Limoges et Chambéry, c'est un tout petit peu plus light à mon sens. Et voilà quoi. Et une équipe comme Montpellier, Toulouse ne sera pas très loin. Ils étaient à 9 points l'année dernière. Ils seront vraiment pas loin de Montpellier. Je pense que Montpellier va lâcher beaucoup de points en route cette année du fait de la transition Eric Maté, Patrice Canaillé, tout ça. Je pense que voilà quoi. Montpellier sera en haut, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais Toulouse, des équipes comme Toulouse, comme Limoges, comme Chambéry ont coché les dates de Montpellier sur la saison, quoi. Donc pour aller chercher quelque chose, c'est peut-être le moment d'aller monter un petit peu, aller chercher la troisième place en sachant que les deux premières, ça va être hyper difficile à aller déloger le Paris Saint-Germain et Nantes. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de Toulouse. J'arrête le partage ici.
Et pour te remercier déjà d'avoir suivi cette preview toulousaine, je t'invite donc, si elle t'a plu, à la liker avec ton meilleur pouce, ainsi que, enfin, si t'es gaucher, si t'es droitier, enfin bref, tu choisis. Même si t'as pas aimé ou bien si t'es pas d'accord, t'es supporter de Limoges ou t'es supporter de Montpellier, tu vois que je t'ai brocardé dans tous les sens, et ben tu mets ton pouce en bas. Moi, ça me dérange pas d'un côté comme de l'autre. C'est moi que ça favorise. Donc moi, ça m'intéresse bien d'avoir ces choses-là. Donc ton pouce, tu laisses ton commentaire aussi également courtois, poli, bien élevé, comme d'habitude. Et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages cette vidéo. Le partage, c'est très puissant par rapport à l'algorithme YouTube. Si tu es un supporter toulousain qui sera intéressé par ce qui a été échangé dans cette vidéo, tu lui envoies cette vidéo-là en partage et là, tu feras mon bonheur aussi par la même occasion. Je m'arrête là pour cette vidéo. C'était donc Toulouse, le Phoenix. Le Phoenix à qui on souhaite une excellente saison. J'ai une idée, me dit que ça va bien se passer. Tu n'hésiteras surtout pas à venir me voir si toutefois tu sens que je me suis trompé. Mais là, je pense pas trop me tromper concernant le Phoenix de Toulouse. Belle saison au Phoenix. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et on va rester en Occitanie parce qu'il fait beau, il fait chaud. Surtout dans ce côté-là de l'Occitanie, il fait encore plus chaud et à cette période de l'année en tout cas. Et on va venir dessus, tu vas voir. On va parler dynastie, transition, changement d'entraîneur. Enfin bon, bref, t'as déjà compris. Allez, à demain.